L'Assemblée écoutera. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Madame Cristina Fernández Kirchner, présidente de la République d'Argentine. J'invite le service du protocole à accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Madame Cristina Fernández de Kirchner, présidente de la République d'Argentine. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señora Presidenta, querida compatriota. Madame la Présidente, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des États membres des Nations unies, je voudrais prendre la parole ici à un moment très spécial, non seulement pour le monde, mais également pour mon pays. Je voudrais commencer par une réflexion sur ce qu'a dit le secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Il a parlé de beaucoup de problèmes de calamités qui frappent le monde aujourd'hui. Et il a dit, si je ne m'abuse, que ces turbulences, car c'est de cela dont il a parlé, des turbulences, ces turbulences qui secouent le monde aujourd'hui, mettent en danger le multilatéralisme. Sincèrement, pour ma part, je pense que une grande partie des problèmes qui frappent le monde aujourd'hui, problèmes économiques et financiers, problèmes en matière de terrorisme et de sécurité, en matière d'intégrité territoriale, en matière de guerre ou de paix, bon nombre de ces problèmes sont dus précisément à l'inverse, à l'absence d'un multilatéralisme efficace et démocratique. C'est la raison pour laquelle je voudrais commencer ici mon allocution en félicitant et en remerciant cette Assemblée générale pour avoir sanctionné la résolution 68/304 du 9 septembre dernier, résolution qui finalement décide à une majorité de 104 voix pour de travailler à un cadre multilatéral réglementaire applicable à la restructuration des dettes souveraines de tous les pays. Il s'agit d'une tâche que nous devons mener à bien. Cela fait depuis 2013 que je participe à cette Assemblée en tant que sénatrice et puis depuis 2007 en tant que présidente. Et nous avons depuis toujours réclamé une refonte des différents organismes du Conseil de sécurité du Fonds monétaire international. Nous basons sur notre expérience en Argentine. Dans ce contexte international, mondial, mon pays, la République d'Argentine, j'ose le dire, est un exemple de direction en matière de terrorisme, en matière de sécurité, en matière financière et en matière également d'intégrité territoriale. La crise économique et financière a frappé
le monde entier depuis 2008. Mais elle se poursuit. Elle menace les économies émergentes qui ont connu une grande croissance économique au cours de la dernière décennie. Dans le cadre de cette crise de 2008, mon pays, en fait, il avait déjà vécu cette crise en 2001, lorsque il y a eu défaut de la dette souveraine, sans doute le plus grand défaut que l'on ait jamais connu. À l'époque, l'Argentine était parvenue, avec les organismes multilatéraux, parce que lorsqu'on doit 167% de son PIB, la faute n'est pas uniquement imputable aux débiteurs, mais également aux créanciers. Nous avons dû donc passer par l'étape du néolibéralisme avec le Fonds monétaire international. L'Argentine a accumulé une dette impressionnante qui a fini par exploser en termes économiques, mais également en termes politiques. Nous avons eu 5 présidents en une seule semaine. Personne n'a accepté ses responsabilités pour ce qui est arrivé en Argentine. L'Argentine a dû se débrouiller seule. Et en 2003, un président qui était arrivé avec 22% des voix au pouvoir s'est présenté ici, devant cette Assemblée. Et il a dit qu'il était nécessaire de mettre en place un modèle de croissance et de développement pour le pays pour que le pays puisse assumer ses dettes. Car il a dit, et c'était intéressant, que les morts ne payaient pas leurs dettes et que les pays devaient vivre, se développer et croître pour faire face à leurs obligations. Mais il a également dit que ce niveau de dette, je le répète, 167% du PIB, n'était pas de la seule responsabilité du pays. Une responsabilité que nous assumions. Nous avions adopté des politiques qui, en fait, nous avaient été imposées. Les organismes multilatéraux comme le Fonds monétaire international et les créanciers qui avaient consenti des prêts à des taux usuriers devaient également assumer une part de responsabilité. Cet homme, ce président, qui est arrivé au pouvoir avec 22% des voix, et a été face à 50%, 54% de pauvreté. Cet homme, avec un modèle de croissance et de développement, est parvenu à créer des millions d'emplois, des millions de retraités ont été couverts par les systèmes sociaux. Nous avons consacré une part importante de notre PIB à l'éducation, aux infrastructures du pays. Nous avons bâti des routes, des centrales électriques, des réseaux d'eau, de gaz qui sont apparus dans tout le pays dans le cadre d'un processus d'inclusion sociale sans précédent pour réduire la pauvreté, pour réduire l'indigence à un pourcentage d'un seul chiffre maintenant. Et aujourd'hui, le FMI lui-même reconnaît que la croissance économique de l'Argentine entre 2004 et 2011 est la troisième croissance la plus importante au niveau mondial en termes de qualité de croissance. Nous ne sommes dépassés que par la Bulgarie et la Chine. En Amérique latine, nous affichons la meilleure croissance, le meilleur niveau de pouvoir d'achat. Tout cela
nous nous y sommes parvenus en assumant la dette qui avait été générée par d'autres. Parce que nos gouvernements n'ont pas été ceux qui ont été en défaut. Ce ne sont pas non plus les gouvernements qui ont été responsables de la dette, mais nous avons dû l'assumer. C'était notre devoir. Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, nous avons payé plus de 190 milliards de dollars. Je répète, 190 milliards de dollars, parce que nous avons restructuré la dette avec 92,4% des créanciers pour 2 volets de dette. Il y a eu tout d'abord ce qui a été accompli en 2005 par le président Kirchner et ensuite ce que j'ai fait en 2010. La vérité, c'est que nous sommes parvenus à ce que 92,4% des créanciers de l'Argentine conviennent de réviser notre situation. Et nous avons commencé à rembourser régulièrement cette dette. Nous avons également remboursé totalement le Fonds monétaire international. Nous avons également annulé donc cette dette que nous avions vis-à-vis du Fonds monétaire international. Il y a quelques mois, nous avons mené à bien les négociations concernant une dette que nous traînions depuis 1956 avec le Club de Paris. J'avais 3 ans quand cette dette est apparue et le ministre de l'économie de mon pays, qui discutait de la restructuration avec le Club de Paris, lui, il n'était même pas né en 1956. Mais malgré cela, nous sommes parvenus à un accord avec 19 ministres de l'économie de l'Union européenne pour enfin restructurer cette dette. Et nous avons déjà remboursé 142 millions de dollars. Nous sommes parvenus à régulariser d'autres situations vis-à-vis de banques. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dettes qui sont apparues pendant la période où nous étions au pouvoir, non. Ce sont des dettes héritées du passé. Nous sommes parvenus à un accord également avec Repsol. Lorsque nous avons décidé de reprendre le contrôle de nos ressources énergétiques, nous avons exproprié 51% des actions de cette entreprise pétrolière. Nous avons restructuré cette dette et nous sommes parvenus à un accord. Tout cela, nous l'avons fait grâce à des ressources propres, sans utiliser, sans avoir accès au marché des capitaux. Car l'Argentine, étant donné le défaut de 2001, ne pouvait pas avoir accès au marché des capitaux. Rendez-vous compte, un processus d'inclusion sociale sans précédent alors que mon pays doit rembourser des dettes des années 50. Ce processus d'inclusion, nous l'avons lancé alors que c'était une banqueroute absolue en Argentine. Au beau milieu du défaut de paiement, nous sommes parvenus à travailler avec les Argentins et à obtenir des acquis sociaux pour eux. Aujourd'hui, nous avons un taux de dette qui est parmi les plus faibles du monde. Autre exemple important. Avec l'apparition des fonds vautours. Il ne s'agit pas des dirigeants populistes sud-américains qui utilisent ce terme de fonds vautours, ni des dirigeants des pays d'Afrique, parce que les pays d'Afrique ont également été victimes de ces fonds vautours. Un des premiers dirigeants à utiliser cette expression l'a fait ici, en 2002. C'est le Premier ministre Gordon Brown, Premier ministre britannique, qui a mentionné ces fonds vautours en disant que moralement,
il était indigne que ces fonds minent les efforts des pays qui visent à réduire la pauvreté de leur population, qui visent à faire davantage en matière d'éducation et de santé. Aujourd'hui, l'Argentine, avec la complicité du système judiciaire de ce pays, est menacée par ces fonds vautours. De qui s'agit-il? Il s'agit en fait de 1% de ceux qui n'ont pas voulu participer à la restructuration que nous avons négociée en 2005. Ils ont acheté des valeurs en 2008. Vous le savez, ce sont des fonds qui sont spécialisés, leur nom l'indique, dans l'achat de valeurs de pays qui sont en défaut de paiement. Et leur objectif, c'est de poursuivre en justice afin d'obtenir des gains gigantesques. Ce pourcent, à la suite d'un procès ici à New York, a obtenu un taux de 1608% sur 5 ans de bénéfices. Connaissez-vous une entreprise, un investisseur qui parvient à avoir une telle rentabilité de plus de 1600% en un an? C'est pour cela qu'on les appelle les fonds vautours. Aujourd'hui, ces fonds empêchent que ceux qui ont fait confiance à l'Argentine, les 92,4% des créanciers, empêchent ces 92,4% à obtenir un remboursement. C'est pourquoi je suis très heureuse que l'Assemblée générale ait pris le taureau par les cornes et j'espère que cette année et l'année prochaine, avant l'Assemblée générale de 2015, nous ayons pu construire, parce qu'il s'agit de cela, il s'agit d'un exercice multilatéral. J'espère que nous aurons été en mesure de mettre en place un cadre réglementaire pour la restructuration des dettes souveraines afin qu'aucun autre pays ne se retrouve dans la situation où se trouve l'Argentine aujourd'hui. Un pays qui a des capacités de paiement, qui veut payer et qui va rembourser ses dettes malgré le harcèlement dont nous sommes victimes de la part de ces fonds vautours. Des fonds vautours qui menacent d'entreprendre des actions à l'encontre de l'économie de notre pays. Des fonds qui sont à la base de rumeurs, de calomnies. Ils agissent comme des agents déstabilisateurs. C'est une espèce de terrorisme économique et financier. Car ceux qui mettent des bombes sont peut-être des terroristes, mais il y a également des terroristes économiques. Ceux qui déstabilisent les pays qui sont responsables de pauvreté et de faim. Ceux sur la base du péché de la spéculation. C'est pourquoi nous plaidons pour que, rapidement, de manière multilatérale, nous nous mettions d'accord, pas pour l'Argentine, mais pour tous les pays. Nous pensons qu'un équilibre économique et financier est nécessaire. Il faut attaquer les inégalités sociales dans les pays, dans les différentes sociétés. Ce sera un antidote puissant contre ceux qui recrutent des jeunes qui n'ont aucun espoir, des jeunes qui n'ont aucun avenir, des jeunes qui sont enrôlés dans des croisades absolument insensées. Nous devons lutter contre les causes de ces problèmes. J'ai dit que mon pays était un exemple à 3 égards. J'ai parlé du terrorisme et de la sécurité. Mon pays est le seul pays, avec les États-Unis, sur l'ensemble du continent américain, qui a été victime d'attentats terroristes. 2 attentats terroristes. Un en 1992, lorsque l'on a attaqué l'ambassade d'Israël, et en 1994, contre le siège de Lamia.
Cela fait 20 ans qu'il y a eu cette attaque contre Lamia. Et j'ose dire, ici, devant cette Assemblée et en présence des membres des familles des victimes, que le gouvernement du président Kirchner est le gouvernement qui a fait le plus pour démasquer les véritables responsables. Il a ouvert l'ensemble des archives des services de renseignement de mon pays parce qu'il voulait obtenir ce résultat. Il a mis en place un parquet spécial en 2006. Certains citoyens iraniens ont été accusés d'être impliqués dans l'attentat contre Lamia. Et le président de l'époque, le président Kirchner, et ensuite moi-même, nous avons osé demander à la République islamique d'Iran de collaborer avec l'enquête. Cette demande est intervenue de manière régulière en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, 2011. Et finalement, la République islamique d'Iran a donné suite à cette requête. Avant, la question ne pouvait même pas être mentionnée. Mais l'Iran a ensuite participé à une réunion bilatérale. Il y a eu un protocole d'accord entre l'Iran et l'Argentine en matière de coopération judiciaire. Pourquoi? Afin de garantir que les citoyens iraniens qui étaient impliqués et qui vivent en Iran puissent déposer devant le juge. Que s'est-il passé lorsque nous avons signé ce protocole d'accord? Apparemment, on avait ouvert la boîte de Pandore. Les institutions juives qui étaient à nos côtés depuis toutes ces années et qui nous avaient toujours accompagnés ici pour exiger cette coopération, lorsqu'on a décidé de coopérer, ces institutions nous ont accusés de complicité avec l'Iran. Même chose ici, dans ce pays, lorsque les fonds vautours ont fait pression sur le Congrès américain, disant que nous étions des partenaires de l'État terroriste d'Iran, comme on disait à l'époque. Ces fonds ont fait pression, ont mis ma photo sur leur site Internet aux côtés du président Ahmadinejad, comme si nous étions partenaires. Cette semaine, nous avons appris qu'un hôtel emblématique de cette ville, le Waldorf Astoria, accueille une réunion du secrétaire d'État et de son homologue iranien. Nous ne sommes pas opposés, au contraire, nous sommes toujours favorables au dialogue, aux discussions. Mais ce que nous voudrions demander, c'est la chose suivante. Ceux qui accusaient l'Iran d'être un pays de terroristes l'année dernière, je ne parle pas d'il y a un siècle, je parle de l'année dernière, que disent-ils aujourd'hui? Que diront ceux qui, l'année dernière, parlaient de combattant la liberté, alors qu'il s'agit de ceux qui font partie de l'EIL maintenant? Que disent-ils aujourd'hui? Face à l'insécurité, face au terrorisme, nous avons un problème. Les grandes puissances changent de manière bien trop aisée d'ennemis et d'amis. Je crois qu'il faudrait définir clairement les choses, une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas utiliser la politique internationale, nous ne pouvons pas utiliser les différentes politiques les différentes positions politiques pour obtenir du pouvoir. Je suis une militante contre le terrorisme international. Devant la justice argentine, on traite par exemple une menace qui m'a été adressée par l'EIL pour différentes raisons. Tout d'abord,
je suis proche de Sa Sainteté, le pape François. Et deuxièmement, j'ai dit qu'il était nécessaire qu'Israël et la Palestine soient deux États qui cohabitent. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que la Palestine est un État. La Palestine doit être un État à part entière de cette Assemblée. J'en profite pour le répéter. Il faut trancher quelques nœuds gordiens. S'agissant du Moyen-Orient, la reconnaissance de l'État de Palestine, le droit d'Israël à vivre dans le cadre de ses frontières, le droit pour la Palestine de ne pas voir l'utilisation de la force ou la force utilisée de manière disproportionnée, comme on l'a vu récemment. Ce que je condamne, mais je condamne également ceux qui lancent des missiles contre Israël. Nous avons besoin de davantage de colombes de la paix pour construire un monde plus sûr. Nous avons besoin de plus de respect du droit international. Il faut davantage d'égalité de traitement entre tous ceux qui sont assis ici. J'ai entendu, ici à cette tribune ce matin, parler de l'utilisation de la force lorsque l'on ne respecte pas l'intégrité territoriale d'un pays. Là encore, la République argentine est un exemple, car nous aussi, cela fait plus de 100 ans que nous avons un litige avec le Royaume-Uni. Nous réclamons que le Royaume-Uni négocie des îles Malvinas avec l'Argentine et nous demandons que l'Assemblée générale demande au Royaume-Uni de faire cela. Tant que le vote des 5 membres permanents pèsera plus lourd que le vote du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Kenya, de l'Égypte, de l'Ouganda, de l'Argentine, du Bahreïn ou des Émirats arabes unis, on ne réglera rien. Il n'y aura que des discours. Et nous réunirons ici tous les ans sans parvenir à une solution. Nous devons, cette Assemblée doit lutter, elle doit reprendre les rênes du pouvoir qu'elle a délégué. Maintenant, c'est un paradoxe. L'Assemblée doit demander la permission au Conseil si l'on peut, en cas d'adhésion d'un nouveau membre. Ici, chaque pays pèse une voix. C'est une vraie démocratie mondiale. Alors, je ne dis pas qu'on réglera tous les problèmes, mais je pense que nous trouverons des ébauches de solutions. Moi, je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis réaliste. Mais si je dois choisir, je choisis l'optimisme, car il y a un optimisme réaliste. Alors, je ne veux pas être une ingénue, je ne veux pas non plus être cynique face à vous. Je voulais simplement vous présenter notre position en Argentine. Nous réclamons depuis très longtemps une réforme du Conseil de sécurité, une réforme du Fonds monétaire international. Figurez-vous qu'en 2003, cela semblait quasi indispensable de réformer le FMI. Mais personne aujourd'hui ne réclame cette réforme. Le Fonds monétaire international lui-même et sa directrice demandent une réglementation des restructurations des dettes souveraines. Parce que tant qu'il n'y aura pas un traité international adopté par cette Assemblée
générale avec des dispositions applicables aux restructurations. Tant que nous n'aurons pas ça, un juge pourra décider d'appliquer à un pays des taux usuriers. C'est ce qui arrive. Une restructuration de la dette souveraine qui a coûté beaucoup de travail au peuple argentin. C'est de cela dont on veut se débarrasser ici. Avant de venir ici, je me suis rendu à Rome et j'y ai rencontré un compatriote qui aujourd'hui occupe une position très importante, une position religieuse, morale. C'est un exemple. Et je voudrais ici relayer le message de paix, de construction de la paix. Si nous voulons lutter contre le terrorisme, nous devons œuvrer à la paix. Il ne faut pas faire résonner les tambours de la guerre. Au contraire, c'est justement ce que veulent les terroristes. Ils appellent de leur vœu ce type de réaction. Et ce cercle vicieux qui débouche toujours sur un bain de sang. Donc, réfléchissons en profondeur à ces questions. Si cette Assemblée, si les Nations Unies redeviennent chefs de file, si cette Assemblée récupère son mandat, je suis sûr que nous aurons contribué de manière importante à la construction de la paix, à la lutte contre le terrorisme. Nous voulons laisser à nos enfants un monde meilleur par rapport à celui que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais rappeler que l'année passée, les problèmes étaient autres. L'année dernière, nous parlions d'autres thématiques, d'autres dangers. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les mauvais d'hier ne semblent plus aussi mauvais. Les démons d'hier semblent désormais collaborer pour faire disparaître l'EIL. Moi, je me demande, les talibans, comment sont-ils apparus? Où ont-ils trouvé les armes? Mon pays ne produit pas d'armes. Où les trouve-t-il? Et puis, il y a eu le printemps arabe, qui était en fait plutôt un automne, parfois même un hiver. Les combattants de la liberté sont également devenus des gens qui méritaient ensuite d'être poursuivis, parfois même emprisonnés. L'EIL commet des actes terribles que nous voyons à la télévision. Moi, vraiment, maintenant, j'ai parfois perdu confiance. Les séries de télévision qui nous divertissent tant sont parfois bien loin de la réalité auquel nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à de plus en plus de problèmes. Nous sommes quasi face à une troisième guerre. Il ne s'agit plus d'une guerre conventionnelle comme c'était le cas pendant le XXe siècle. Il s'agit en fait de guerre focale où les victimes sont toujours les mêmes, les populations civiles. Nous sommes au Conseil de sécurité de manière temporaire. Pour l'instant, nous avons soulevé ces questions. Nous n'avons pas de certitude, nous ne détenons pas la vérité absolue, mais nous avons beaucoup de questions et nous voulons les adresser à ceux qui disposent de bien plus d'informations que nous, de bien plus de données que nous.
qui ont des réseaux de renseignement bien plus établis que ceux de nos pays. Avec tant d'informations, avec tant de données, ils doivent en savoir beaucoup, mais on comprend au final peu de choses de ce qui arrive, en tout cas lorsqu'il s'agit de trouver une solution définitive. Je salue une fois de plus la volonté politique des 124 pays qui ont voté pour la résolution 68/304. Je sais, et nous le savons tous, il y a eu des pressions pour qu'on n'atteigne pas ce chiffre, pour qu'il n'y ait pas de vote. Mais je crois qu'il y a eu un exercice du multilatéralisme et cela démontre que tout n'est pas perdu. Au contraire, il nous incombe à chacun de nos pays de trouver des solutions réelles et efficaces aux problèmes du monde. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier la présidente de la République d'Argentine pour la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je prie les représentants de bien rester à leur place pendant que nous escortons la présidente.